Pourquoi le coq chante-t-il? À quelle heure et à combien de décibels? Mac Lesguy et son équipe sont à Méry-sur-Seine pour tenter de répondre à ces questions. Un nouveau numéro de l'émission E=M6 consacré au chant du coq. L'occasion aussi de parler des idées reçues autour de l'animal. On a tous beaucoup d'idées reçues sur le coq, que c'est un véritable réveil matin, qu'il est agressif, vous savez, les combats de coq, etc. En fait, je découvre que, un peu comme avec les bovins, par exemple, le taureau et les vaches, si vous mettez plein de coqs ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est comme vous mettez une poule au milieu que là, les choses commencent à dégénérer. Voilà, donc c'est très simple, hein. Les coqs, on les élève, on met les poules d'un côté, les coqs de l'autre, ou bien alors dans son poulailler, on met une dizaine de poules avec un coq et les choses se passent très bien. Donc le coq et toutes les idées reçues qu'on a autour, sous l'œil de la science, c'est l'objet de ce reportage et c'est pour ça qu'on est là ici au Conservatoire du coq gaulois. Après des recherches sur Internet, la journaliste de l'émission a choisi le Conservatoire du coq gaulois. L'équipe de tournage dispose de 2 jours pour réaliser cette séquence de 8 minutes. Aujourd'hui, on est là, on passe toute la journée ici avec le caméraman Mac Lesguy. Une fois qu'on a terminé nos séquences avec le caméraman, on va rester pour faire plein d'illustrations du lieu, pour bien le représenter le chant du coq. Surtout que c'est des animaux, donc on ne peut pas faire ça sur commande, donc on prend du temps. Et aussi, on va rester cette nuit pour installer une caméra donc de nuit, pour voir que les coqs se couchent et ne chantent plus. Et on va filmer vers 5h du matin le réveil et le chant du coq. Une belle mise en lumière pour le Conservatoire du coq gaulois, créé il y a 7 ans par ces 2 mériciens. Un projet pour préserver l'espèce, emblème de la France. Tout le monde connaît Mac. Et d'avoir Mac ici, nous, c'est un rêve qui se réalise. Parce qu'il va faire parler la ferme pédagogique du coq gaulois. Et n'oublions pas, l'objectif aussi, c'est que la population, les enfants, découvrent le coq gaulois et découvrent les animaux de la ferme. Le chant du coq, en France, c'est le coq gaulois. Donc, ils ont choisi notre ferme un peu pour ça. Donc oui, c'est une fierté, mais c'est plutôt chouette. Moi, je le regarde depuis que je suis petit. Donc c'est très, très chouette de savoir que ce monsieur-là va venir. Entre vulgarisation scientifique et activité ludique, l'émission E=M6 se séduit petits et grands depuis plus de 30 ans. Le numéro consacré au chant du coq devrait être diffusé le jeudi 30 novembre. Les conditions météo ne lui ont pas permis de décoller ce mardi matin quand l'opération nous a été présentée à l'aéroport d'Épinal-Mirecourt. Et afin de mieux connaître la ressource en eau, cet hélicoptère va survoler ces mercredis et jeudis une vingtaine de communes du secteur de Vittel-Contrexéville, territoire du SAGE GTI, le schéma d'aménagement de la gestion des eaux du grès du Trias inférieur. Sa mission, cartographier le sol grâce à ce système très technique d'envoi et de réception d'ondes, comme sur ces images à La Réunion. Aucun danger bien sûr, ni pour les habitants ni pour les animaux. Le champ électromagnétique émis est très faible et aucune zone habitée ne sera survolée. L'objectif, c'est vraiment de couper la Terre en deux sur les 400 premiers mètres et de voir quel est l'enchaînement de la nature, comment varie la nature du sous-sol et les différentes couches composant le sous-sol là sur les 400 premiers mètres. C'est-à-dire que l'hélicoptère va suivre chaque ligne comme ça et va faire comme ça 400 km de ligne de vol sur tout le secteur, autour de la faille de Vittel, autour de la faille de Rolange et sur la zone qui nous intéresse, sur laquelle on suspecte qu'il y a des échanges entre nappes superposées. Une cartographie donc d'une toute petite partie de la nappe des grès du Trias inférieur, le secteur sud-ouest dont on connaît déjà les faiblesses. Il est à la fois peu alimenté par la pluie et peu connecté au reste de la nappe des grès. Donc c'est un secteur isolé du reste de la nappe, enfin semi-isolé, qui se recharge moins bien que dans d'autres secteurs. Et les pompages donc sont en quantité excédentaire par rapport à l'alimentation naturelle de la nappe. La raison d'être de cette étude et plus globalement de l'observatoire hydrogéologique de ce secteur, c'est bien sûr de déterminer les volumes d'eau qui peuvent être raisonnablement pompés dans les différentes nappes sans les mettre en danger. Un travail de longue haleine et coûteux, exemple avec cette campagne de relevé aéroportée. Ça va coûter à peu près aux environs de 100 000 €. Qui seront en grande partie financés par l'Agence de l'eau, parce qu'on est soutenu bien sûr par l'Agence de l'eau dans cette opération, le BRGM et puis le département des Vosges. En tout cas, c'est une bonne opportunité pour notre territoire. Plusieurs mois sont nécessaires avant de connaître les résultats de cette étude géologique inédite dans les Vosges. Quant à leur interprétation et donc la préconisation d'actions concrètes en matière de prélèvement par les collectivités et les industriels, Nestlé Waters et la fromagerie Hermitage notamment, il faudra se montrer encore plus patient.
La Fédération départementale des chasseurs a fait appel au savoir-faire de l'épage Armançon. Objectif, redonner vie à cette zone humide, précieuse pour la biodiversité. Autrefois, les moines avaient détourné le cours d'eau pour y pratiquer la pisciculture. Aujourd'hui, il s'agit de lui rendre sa liberté en recréant ses méandres. L'eau, elle parcourait 1,3 km et aujourd'hui, après les travaux, elle parcourra 1,8 km. Là, on avait un cours d'eau qui était tout droit et après travaux, on aura un tracé donc plus sinueux qui sera au point bas de la parcelle. Ces travaux doivent s'achever en septembre 2026. Ici, chaque courbe, chaque anse a son importance. En ralentissant le courant, les méandres limitent les risques de crues en aval et offrent à la faune aquatique un véritable refuge. Des apports en pierre permettront bientôt aux truites de venir y frayer, renouant avec un cycle de vie interrompu depuis des décennies. Sans cailloux, un cours d'eau comme il est actuellement, il est tout droit, il est complètement envasé. C'est un milieu qui n'est pas favorable du tout pour la reproduction d'un certain nombre de poissons. Le méandre qui a été redessiné, on voit déjà une alternance avec une zone un peu plus lente et une zone plus rapide. Pour pouvoir diversifier les habitats, le méandrage il va travailler sur tous les aspects du cours d'eau, la qualité, la quantité et la biodiversité. La profondeur du nouveau lit contribue à préserver les abords, permettant les débordements. 15 hectares sont protégés. Le cours d'eau va déborder, ça va recharger les zones humides qui sont à côté et en période d'été où finalement il y a moins d'eau dans le cours d'eau, ça va fonctionner comme une éponge et l'eau qui était dans ces zones humides va retourner au cours d'eau. Sur ce projet, la Fédération des chasseurs a souhaité fédérer de multiples acteurs locaux, de l'Agence de l'eau à la Chambre d'agriculture. La protection du milieu naturel participe à la protection des espèces. En France, près des 2/3 des zones humides ont disparu. En tant que chasseur, on est en première ligne bien évidemment pour le constater. On est aussi en première ligne pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Que ce soit le canard colvert, la sarcelle d'été, sarcelle d'hiver, gibier dans le département de l'Aube, et qui vont trouver leur développement à travers la préservation des zones humides. Mais derrière ces disparitions-là, il ne faut pas oublier que c'est la disparition de l'ensemble d'un écosystème. On aurait pu tout mettre sous cloche et avoir que l'intérêt écologique. On aurait pu avoir une plantation de peupliers et avoir que l'intérêt économique. Aujourd'hui, en préservant la prairie, on arrive à développer les enjeux économiques via la haute pêche à ours, du fourrage pour les vaches qui produisent le lait du chaours, et aussi avec l'intérêt hydraulique, limiter les inondations également. Le coût total de ces travaux s'élève à près de 360 000 €. Avant leur lancement, des inventaires de la faune et de la flore ont été réalisés. Ils serviront de repères pour suivre, dans les années à venir, la renaissance de cette zone humide. Depuis un mois, il est possible de relier Forbach à Sarrebruck à vélo via l'itinéraire des carrières, mais ce tracé est excentré et depuis le centre-ville de Forbach, il fallait notamment emprunter une départementale très fréquentée. Que les cyclistes se rassurent, un futur tronçon est en pleine conception et passera par la mairie et l'office de tourisme jusqu'à l'Eurozone Forbach Nord. Une première avancée pour le cyclisme utilitaire car elle incite à la mobilité douce. Le tronçon là, il a la particularité justement de raccorder la ville de Forbach sur, pourquoi pas, le Condorcet. Et peut-être demain, les jeunes pourront aller en vélo, surtout en été, en vélo jusqu'au lycée, sans prendre le bus. Et en plus, ils font quelque chose pour leur santé. Cette piste cyclable de 3 km s'ajoute aux 90 traversant l'agglomération. D'un coût de 450 000 €, ce tracé sera bientôt goudronné, puis gravillonné. Les travaux ont démarré début septembre et s'arrêtent normalement à la fin du mois de novembre. Alors après, ça sera tributaire au niveau de la météo, mais normalement, on va dire... Pour début décembre, cette piste devrait être finie. L'objectif pour fin 2026 est de relier toutes les communes de l'agglomération entre elles avec des pistes cyclables. Jusqu'à présent, on était surtout sur du tourisme. Et là, on se rapproche maintenant vers les villes. Et dans le prochain programme qu'on aura, je pense qu'on aura plutôt des pistes cyclables interurbains, de telle sorte que les gens puissent également utiliser le vélo pour se rendre au travail ou pour aller aux courses, alors que pour l'instant, c'était plutôt pour faire du tourisme, etc. En 2026, le cyclisme utilitaire continuera donc de se développer. Une première piste partira du centre-ville de Forbach avant de remonter vers Eutin. Un deuxième tronçon qui sera inscrit au budget l'année prochaine partira d'Eutin en direction de Folquelin.
À la nuit tombée, difficile de la louper. Cette maison de Romilly-sur-Seine attire chaque année les curieux et les amateurs de frissons. Faire de leur pavillon un hommage aux films d'horreur et un rendez-vous incontournable pour la fête d'Halloween, c'est le pari que s'est lancé la famille Dietrich. Depuis qu'on a acheté la maison, qu'on est chez nous, on a décidé de décorer la maison, de faire plaisir aux fistons au départ. Et puis ça a pris un peu d'ampleur, ça a plu. Il y a 3 ans, c'était tout léger. L'année dernière, ça commençait à être un peu plus important et les gens étaient heureux et nous ont dit bon bah à l'année prochaine du coup. Donc bah forcément, c'était un challenge. Pour relever le challenge, Geoffrey et Adeline ont chiné quelques décorations sur les brocantes, sur le net, fait le tour des magasins. Le reste appartient à leur imagination et à leur savoir-faire. Ici, je viendrai enclencher le bouton au moment où on voudra la fumer. Pour l'alimentation électrique, il y a beaucoup un budget pile. Après, j'ai utilisé une grande rallonge que j'ai coupée en plusieurs sections. On va retrouver des automates, on va retrouver des effets de fumée, des jeux de lumière. Cette année, on a décidé de rendre un petit peu plus d'aperçu avec de la lumière noire. Après 6 jours et 70 heures d'installation, les façades des jardins étaient révélées ce samedi soir devant près de 80 personnes. Des voisins mais aussi beaucoup de Romillons attirés par le bouche à oreille. Pour la famille, c'est une manière de partager et de recréer du lien dans le quartier. On l'a félicité, on n'a jamais vu une maison aussi bien décorée. Hein. C'est vraiment joli. Hein. C'est vraiment magnifique, quoi. C'est un beau spectacle, hein. C'est bien fait. Hein. La petite, elle a un peu peur, mais elle veut qu'on reste derrière la barrière. Mais bon, le petit de 8 ans, il est parti voir. Ça fait plaisir, c'est gratifiant par rapport au travail qu'il y a eu, l'investissement, et il y a toujours des mots gentils. Il y a beaucoup de personnes qui le disent, hein. Ça se perd Halloween. C'est dommage, on aimerait bien nous ça revienne un petit peu aussi parce que c'est un moment où on peut partager, les enfants viennent. Ça ferait plaisir aussi que d'autres personnes aussi aient envie en venant de lancer, de donner des idées et pourquoi pas nous aller voir aussi d'autres maisons pareil. Les décorations seront visibles rue Herbesas jusqu'au week-end du 31 octobre. Geoffrey et Adeline promettent un spectacle haut en couleur le soir d'Halloween.